Mesdames, messieurs, Disney nous a certes émerveillés pendant des années, mais parler uniquement de ce studio serait une erreur. On oublie bien souvent que beaucoup de nos films favoris sont en fait des collaborations entre Disney et Pixar. Pixar Animation Studio est une société américaine créée sous le nom de Graphic Group, un service de la Lucasfilm Computer Division. Cette production de films en images de synthèse a été rachetée en 1986 par Steve Jobs. La première collaboration avec Disney date de 1995 avec Toy Story. Depuis, les deux studios ont produit 16 longs métrages d'animation ensemble, et ce n'est pas près de s'arrêter puisque Disney Company a racheté Pixar en 2006. C'est donc devenu une filiale de la Walt Disney Pictures Company. Parmi ces collaborations, nous allons nous intéresser à Rebelle. Sorti en 2012, ce film d'animation en images de synthèse est une petite révolution. On nous présente ici le premier personnage principal féminin de Pixar, mais aussi la première princesse aux cheveux bouclés. Ce détail est loin d'être anodin. Les cheveux bouclés sont une technique d'animation difficile qui a mis 3 ans à être réalisée, soit aussi longtemps que pour animer les cheveux de Réponse. Cette coiffure a aussi une signification importante. En effet, elle illustre de manière physique le tempérament de feu de l'héroïne. Le film très féministe eut de nombreuses récompenses, dont un Oscar et un Golden Globe en 2013. Dans la scène d'introduction, nous découvrons Mérida, princesse d'Écosse, et le lien qu'elle a avec ses parents. Une grande complicité l'unit avec sa mère, la reine Elinor, avec qui elle joue dans les bois, ou avec son père qui lui offre un arc pour son anniversaire. Ce dernier ne cherche qu'à faire plaisir à sa fille, alors qu'Elinor estime que le devoir d'une princesse n'est pas de manier les armes, mais de respecter et de transmettre les traditions. Il semblerait que notre jeune princesse ait déjà envie de plus de liberté. L'histoire est ensuite narrée par Mérida qui nous confirme ce que nous venons de comprendre. Sa vie ne lui convient pas. Le problème principal entre les personnages vient d'un manque de dialogue et de compréhension. La mère de Mérida veut que sa fille soit la princesse parfaite en nous énumérant les qualités requises. Une princesse doit être fort bien informée sur l'histoire de son royaume. Elle ne doit pas griffonner. Une princesse ne doit pas glousser. Elle doit manger délicatement. Elle doit être matinale et compatissante, patiente, prudente, soignée. Une princesse doit œuvrer à tout instant pour atteindre la perfection. L'élément perturbateur est l'arrivée des prétendants pour le mariage de Mérida. L'annonce de cette nouvelle à cette dernière est compliquée. Ses parents savent qu'il va être difficile de lui faire accepter la situation. En effet, Mérida refuse de se marier, estimant que ce choix lui appartient, qu'il s'agit de sa vie et qu'elle entend la diriger elle-même. Son père la comprend mais n'arrive pas à lui parler et Elinor reste sur ses positions afin que les traditions soient respectées. Pendant longtemps, les mariages n'étaient qu'une question d'arrangement entre les familles. C'est aussi pour cela que Mérida est une princesse moderne. Au moment de la présentation des prétendants, tout semble faux, surjoué, exagéré. Seule l'apparence compte et cela oppresse notre héroïne qui se trouve trop serrée dans sa robe. Elle ne veut pas endosser le rôle de princesse, rôle qui l'opprime, tout comme sa robe qui craquera lorsqu'elle défie ses prétendants. Le message est clair, elle ne veut pas de cette condition. Ce qui conduit évidemment à une scène de dispute avec Elinor qui prend ici l'autorité d'une reine et non d'une mère. Elle agit selon le protocole. Lorsqu'elle brûle l'arc de Mérida, le geste en tant que reine est fort. On assiste à la fin du laxisme dans l'éducation d'une princesse. Mais on peut le constater une fois qu'elle se retrouve seule dans la pièce, la mère refuse cet acte. Elinor essaye de reprendre l'arc, les larmes aux yeux en murmurant « Oh non, qu'ai-je fait ?» L'incompréhension et le manque de communication entre la mère et la fille se voient dans la scène de discussion qu'elles imaginent avoir l'une avec l'autre. Les deux femmes expriment leurs pensées et leurs sentiments chacune de leur côté, et c'est le montage qui nous donne l'impression qu'elles discutent entre elles. La supercherie nous est définitivement révélée par la dernière phrase qu'elles chantent ensemble, « Si vous acceptiez de m'écouter ». Mérida s'enfuit et tombe sur la chaumière d'une vieille sorcière. Dans ce lieu, nous allons trouver 2 œuvres importantes. Nous avons dans un premier temps Le Penseur. Cette œuvre, sculptée par Rodin en 1880, devait occuper le centre du tympan de la porte de l'enfer. Il s'agit d'une référence au poème de Dante. L'œuvre a ensuite été agrandie pour donner la sculpture que l'on connaît aujourd'hui. Il est figuré nu, avec un corps torturé comme damné, en train de se soutenir la tête d'un poing fermé. Il fut exposé pour la première fois à Londres en janvier 1904, puis au salon de la Société Nation des Beaux-Arts à Paris. La critique de l'époque n'était pas tendre, mais l'enthousiasme l'emporta. Le problème étant que Rodin casse avec son œuvre tous les codes de l'art académique. Avant cette œuvre, toute représentation de la pensée comme valeur abstraite était allégorique, généralement représentée par la déesse de la sagesse grecque, Athéna. Ici, la pensée est représentée par un homme réel qui réfléchit et prend ainsi une valeur universelle. Son esprit libre est contenu dans un corps trop petit pour lui. Rodin décide de transcender la souffrance en art.
On peut voir un lien entre l'œuvre et la situation de Mérida. Tout comme le penseur, elle se trouve comprimée, elle a besoin de s'extérioriser. Son corps étant le symbole de son rang, de sa condition, elle s'en libère au moment où elle défie les prétendants. En effet, comme nous l'avons déjà dit, pour pouvoir utiliser son arc, elle déchire sa robe de cérémonie qui est trop serrée. Elle se libère des carcans du protocole, de l'image de princesse pour laisser place à sa véritable nature. Mérida finit par s'évader dans la forêt, mais malgré l'accord qu'elle passe avec la sorcière, elle ne pourra pas se libérer de sa condition et de cette douleur qu'elle ressent. La sorcière lui donne un enchantement qui transforme sa mère en ours. Devant la transformation de sa mère, Mérida va comprendre qu'elle n'a pas agi dans son intérêt ni dans celui de sa famille. La transformation d'Elinor joue aussi sur le rapport entre l'image de reine et la véritable nature du personnage. Elinor a accepté de s'enfermer dans le protocole, d'être une reine exemplaire en mettant de côté ses envies et ses émotions. Sa transformation en ours va lui permettre de retourner à un état naturel, sans code, où elle peut être elle-même. Elle va comprendre son rôle de mère, ce qui est symbolisé dans la scène où elle abandonne sa couronne sur un rocher. Il y a pour elle aussi une libération. Les deux femmes vont passer ainsi plus de temps ensemble pour résoudre la situation. Mérida va apprendre à accepter sa condition et l'importance de ses actes. Elle va reconnaître sa conduite égoïste et grâce à cela, elle va réparer sa faute. Les liens se renouent entre la mère et la fille, mais aussi de façon plus générale pour le royaume, ce que l'on voit lors du discours de Mérida avec les chefs de clan. Quand elle revient au château, les chefs de clan et son père sont en train de se disputer par rapport au mariage. Ils sont au bord de l'explosion et parlent de guerre. Mérida va régler le conflit en rappelant à chacun l'amitié qui les unit, le fait qu'ils se sont battus ensemble contre un ennemi commun en se sauvant mutuellement leur vie. Elle leur rappelle qu'ils sont un peuple uni et que leur force vient de leur amitié. Et il est dommage de mettre le royaume à feu et à sang juste pour qu'un de leurs enfants devienne roi. Il s'agit de dépasser l'orgueil qui a déjà causé leur perte. En effet, on se rend compte durant le film que le royaume a connu des heures sombres, parlant même d'un royaume perdu. Une légende raconte qu'un roi aurait légué son royaume à ses 4 fils, mais l'un d'entre eux entendait gouverner seul. On comprend qu'il y a eu une guerre entre les frères qui a conduit à la chute du royaume. On apprend par la suite que le fils rebelle a aussi passé un accord avec la sorcière afin de devenir plus fort que 10 hommes réunis. L'enchantement a transformé l'homme en ours appelé Mordu. On rencontre Mordu dès le début du film lorsque le père de Mérida se bat contre lui et perd sa jambe. Étant très fort et semblant immortel, il est le symbole d'une erreur commise par l'orgueil qui perdure comme un fantôme, une ombre menaçante. Elinor, en tuant Mordu à la fin du film, libère symboliquement le royaume de l'orgueil. Cette idée de renouer les liens se retrouve dans la seconde œuvre que l'on retrouve chez la sorcière, la création d'Adam par Michel-Ange. Le programme peint du plafond de la chapelle Sixtine a été confié à Michel-Ange par le pape Jules II en 1505. Il y représente l'histoire de l'humanité en s'appuyant sur les principaux épisodes de la Genèse, de la création au déluge. La création d'Adam reprend le verset « Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa ». On y voit 2 personnages dans le ciel. Adam se trouve sur un nuage et Dieu est porté par une nuée. Le point central de l'œuvre est celui du contact entre le doigt du Créateur et d'Adam. Au travers de ce contact est transmis le souffle de vie. Tout comme Dieu donne la vie en créant un lien avec Adam, Mérida renoue l'histoire de son royaume, renoue le lien avec sa famille, avec sa mère. Cela est symbolisé par la tapisserie que Mérida déchire lors de sa grosse dispute avec sa mère. Cette tapisserie est faite à la main par Elinor, elle y consacre beaucoup de temps. Pour conjurer le sort, Mérida répare la tapisserie avec du fil et une aiguille. Encore une fois, tout ceci est très symbolique. Comme les fils qui forment une tapisserie, chaque membre d'une famille, d'un royaume, a un rôle et est important. S'il en manque un, la toile ou le royaume perd de sa cohésion et se fragilise. Les œuvres présentées dans ce film permettent d'appuyer son histoire et son message. Elles mettent en avant les dilemmes qui secouent les personnages, mais annoncent aussi le dénouement de l'histoire. En prenant conscience de son rôle, en créant un dialogue et en étant unis malgré des différences de point de vue, on peut donner le meilleur de nous. Voici tout ce que la Muse avait à vous dire sur ses œuvres, en espérant qu'elle ne vous ait pas menti.